Merci. Voilà, ça c'est un peu la surprise. En gros, je ne vais pas tout de suite débuter l'introduction, mais on m'a laissé le choix entre la cellule ou la chambre d'hôpital. Choix difficile. Et donc je me suis dit, sans doute un peu par provocation, que je préférais rester dans la communauté. Donc Monsieur Osler le prenait pas mal, je vais rester ici tout près de vous pour faire l'introduction. Mais en tout cas, je suppose que cette scénographie, c'est quelque chose qui va se déployer pendant l'ensemble du colloque et que vous expliquerez sans doute un peu plus après. Sinon, en tout cas, pour cette introduction, c'est vraiment avec un réel plaisir que je réponds à l'invitation qui m'est faite de vous donner quelques mots pour débuter ce colloque. Donc, votre présence en nombre, en tout cas, ça montre tout l'intérêt et surtout tout le questionnement autour des questions des soins médico-légaux. Donc, en tout cas, pour ne pas vous tenir en haleine tout de suite, ça n'est malheureusement pas prévu de vous transmettre aujourd'hui des nouvelles percutantes des pouvoirs subsidiants, puisqu'on est dans une période politique d'affaires courantes, même si c'est évident que tout le travail qui est en cours et qu'on va poursuivre, ça vise à répondre aux besoins des usagers au plus près de leur lieu de vie. Et ça reste vraiment l'objectif principal sur lequel on va poursuivre le travail maintenant et après. Je voudrais aussi débuter en saluant en tout cas le travail des soignants dans ces périodes difficiles où on voit que chacun travaille vraiment en flux tendu par rapport à une demande qui est de plus en plus grandissante, tout en devant composer avec une pression continue. En tout cas, au niveau de l'internement ou même par rapport aux mesures d'observation protectrice, je suppose que tout le monde ici voit de quoi je parle, en soulignant aussi l'engagement dont chacun fait preuve. Je voudrais ouvrir aussi une petite parenthèse pour remercier les collaborations avec mes collègues directs des coordinations santé et justice au niveau du trajet de soins internement, puisque moi, en tout cas, dans mon travail, de manière vraiment plus centrale, c'est là-dedans qui profiteront, j'en doute pas, en tout cas de cette fin d'année de congé qui sera bien méritée par rapport à toute l'actualité. Et donc, au niveau du titre de l'introduction, ça, vous avez bien compris, c'est quand même assez présomptueux de ma part de mettre quelles ressources et quels défis restent-ils pour les soins médico-légaux, tout ça en 15 minutes. Ça va être facile. Donc, vous l'avez compris, hein, l'introduction va plutôt viser à donner un espèce d'état des lieux synthétique sur la thématique du jour. Donc, je vais brosser un tableau un peu descriptif. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est évoquer l'internement. Puis après, je développerai un peu les mesures d'observation protectrice avec, enfin, c'est le nouveau terme maintenant, mesures d'observation protectrice, avec toute l'actualité brûlante et la mise en application de la loi modifiée au 1er janvier 2025. Et je terminerai après, en tant que membre de la coordination fédérale des réformes des soins en santé mentale, par rappeler un peu ce qui est central dans la vision des soins et qui me semble en tout cas encore plus complexe à atteindre dans un contexte médico-légal, mais ça, nous allons y revenir. Par rapport à l'internement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on traverse actuellement une situation qui est vraiment difficile, même si c'est vrai que c'est plutôt la Flandre qui est pointée du doigt par rapport aux difficultés, mais c'est une situation où les personnes internées se retrouvent bloquées dans des établissements pénitentiaires. Ça touche malheureusement l'ensemble du pays, avec les lieux de placement et les établissements pénitentiaires qui peuvent témoigner ici des difficultés avec lesquelles ils luttent depuis des années et encore davantage actuellement. Donc les internés qui nécessitent des soins sans délai attendent à nouveau des années dans des lieux inadaptés que sont les prisons, malgré toute la bonne volonté et les efforts déployés par la Direction générale des établissements pénitentiaires dans leur cadre du personnel, mais aussi par rapport aux professionnels qui y travaillent de manière quotidienne. Cette situation vaut, à juste titre, et il y a encore eu une session ici ce 3 décembre à Strasbourg, ça vaut à la Belgique, qui est un état de droit, de se retrouver cité devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis des années. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Donc, ce qu'on peut voir, en tout cas au niveau des chiffres, parce qu'évidemment, une intervention de quelqu'un en lien avec l'administration, ça ne se fait pas sans chiffres. On peut voir au niveau des personnes internées qui se retrouvent en établissement pénitentiaire, c'est des chiffres qui datent de fin novembre, donc c'est tout récent. On se retrouve avec 555 internés, dont 25 femmes en Flandre. Pour la partie francophone, on a 90 personnes, dont 5 femmes à Arun et en Wallonie. Donc ça, c'est évidemment, c'est pour Bruxelles. On est à 357 personnes au niveau des établissements pénitentiaires, mais il faut inclure là-dedans les 220 personnes qui se trouvent à l'établissement de défense sociale de Pèves. Ça veut dire que sur les à peu près 4300 internés qu'on a dans le pays, il y a grosso modo 1000 internés qui sont dans cette situation où ils sont dans des établissements pénitentiaires et n'ont pas les soins auxquels ils ont droit. En gros, un interné sur 4 n'a pas les soins auxquels
auquel il est en droit de prétendre. Donc, depuis près de 25 ans, il y a des budgets successifs au niveau du SPF Santé publique, pas que, mais moi ici je parle pour la santé publique, qui permettent de prendre en charge plus de 1100 internés qui sont mis dans des projets divers, sans compter aussi l'intervention précieuse des équipes mobiles TSI. Donc ça, c'est un énorme engagement sur le plan financier, avec 70 millions d'euros annuels rien que pour la santé publique en termes d'investissement pour les internés. Et à cette législature-ci, il y a eu 8 millions d'euros également qui ont été déployés. Ça permet de disposer de places supplémentaires, de renforcer l'offre mobile, mais on voit avec les chiffres que ce n'est pas encore quelque chose de suffisant. Malgré tous ces efforts, la situation reste interpellante sur le plan humain, ce qui amène pour l'instant un plan d'urgence à essayer en tout cas de déployer encore davantage les sorties de prison ou des lieux de placement. C'est évident qu'il va falloir renforcer ces efforts et développer tout ça à la nouvelle législature, ce que nous-mêmes, et sans aucun doute vous aussi, en tant que partenaire justice, santé ou même au niveau des usagers proches, on va en tout cas veiller à marteler ça de manière régulière pour que la situation puisse évoluer positivement. Ce qu'on est quand même persuadé aussi pour les internés, c'est qu'une augmentation de l'offre n'est pas suffisante. C'est aussi nécessaire de travailler sur l'intensification des soins. Donc on pense notamment à limiter ce qu'on appelle les gaps. Donc on pense par exemple à autant de candidatures, autant d'admissions, autant de sorties, développer davantage aussi toutes les tentatives de partenariat pour des institutions qui seraient prêtes en tout cas à travailler avec des personnes sous mesure d'internement. C'est quelque chose qui est déjà en place depuis longtemps, mais il faut poursuivre les efforts dans ce sens-là. Et j'en profite, parce que je suppose qu'on a quelques partenaires de la région wallonne, pour faire un appel du pied, pour qu'on puisse construire avec la région wallonne ensemble une offre spécifique, et aussi la région bruxelloise, pour personnes internées, face aux besoins criants pour les personnes qui présentent un handicap mental, ou encore une problématique d'assuétude qui viennent souvent mettre à mal le processus de réinsertion. Donc vous le percevez bien, pour l'internement, il y a à la fois un travail effectué sur l'offre, mais aussi sur l'organisation des soins, dans l'optique que les personnes internées puissent enfin bénéficier de soins adéquats et continus. Ça fait à peu près 20 ans qu'on dit ça. On voit qu'il y a eu beaucoup de projets, beaucoup d'améliorations, mais maintenant, malheureusement, la situation a tendance à être plus compliquée et donc il faut absolument poursuivre les efforts et même les intensifier. Par rapport à la loi modifiée pour les mesures d'observation protectrice, donc, on va d'abord faire un petit détour avec les derniers chiffres du SPF Santé publique. Donc, il faut un certain temps pour avoir les chiffres. Donc, les chiffres que j'ai, les plus récents, c'est 2022. Il faut savoir qu'il y a une admission sur 10 en hôpital psychiatrique ou en service psychiatrique d'un hôpital qui relève d'une mesure d'observation protectrice. Au niveau des diagnostics, sans surprise, quand on regarde les diagnostics clés, il y a les troubles psychotiques, la schizophrénie, le trouble bipolaire. Donc, on voit vraiment que c'est des diagnostics psychiatriques qui sont assez cohérents avec ce type de mesures d'observation protectrice. Et puis ensuite, ça c'est plus étonnant, il y a les troubles de l'adaptation et les troubles liés à l'alcool. Les drogues ne sont pas du tout évoquées comme étant dans le top 5 des diagnostics pour les mesures d'observation protectrice. Et il faut aussi savoir que les cris d'alarme du secteur ne sont pas étrangers au fait qu'entre 2013 et 2022, il y a une augmentation globale de 43,1, c'est précis, d'admissions. Donc pour que vous ayez une idée, on est passé à peu près de 5 500 admissions en 2013 à près de 8 000 en 2022, sans avoir vraiment d'augmentation en termes de ressources disponibles. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pression sur les services psychiatriques qui est énorme, d'autant que certains ont pu se retirer. On voit aussi qu'il y a un sentiment global de devoir souvent aller très vite, où les personnes sortent en étant insuffisamment stabilisées. Le nombre d'admissions par 100 000 habitants souligne aussi les pressions sur les partenaires des mesures d'observation protectrice. Et donc, ce n'est pas par hasard si on entend souvent Bruxelles vraiment être au centre des demandes sur le plan politique, puisque Bruxelles, il y a 141,2 mesures d'observation protectrice pour 100 000 habitants. Namur, on est à 109,3, Liège, 105,1, le Luxembourg, 84,5, le Hainaut, 76,5 et le Brabant wallon, en fin de chiffres avec 64,4, mais on sait qu'eux, ils exportent beaucoup leurs patients vers Bruxelles. Et en l'état, en tout cas pour cette loi modifiée, le retour du secteur est plutôt à l'inquiétude face aux incertitudes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de communication pour l'instant, mais aussi par rapport à l'attente, évidemment, de cette communication plus claire attendue sur tous les changements. Donc, pour une communication officielle du SPF Santé publique ou du SPF Justice, c'est prévu.
mais ça prend place quand il y a toute une série de publications officielles au niveau du moniteur par rapport notamment aux arrêtés d'exécution. J'expliquerai après. Et au mieux, c'est à la fin de cette année, au pire, au premier trimestre 2025. Et dans l'attente, il y a quand même une communication synthétique qui est prévue. Et il y a aussi, au niveau du SPF Justice, une loi coordonnée qui a été écrite en termes de projet, qui n'est pas encore publiée, mais il y a un accord pour pouvoir la transmettre. Donc ça va être transmis en passant par les coordinations de réseau, par les plateformes. C'est quelque chose qui va se faire de manière imminente. Voilà. Maintenant, vous aurez sans doute un aperçu des aspects juridiques et des modifications cet après-midi. Donc, je vais me retenir de pas trop l'évoquer, ça va être compliqué. Mais je vous rappelle quand même que l'esprit de la loi modifiée, c'est quand même de restreindre le recours aux mesures d'observation protectrice autant que possible et également de limiter, c'est comme ça que c'est mis dans l'exposé des motifs, de limiter le trauma et la stigmatisation liée à la mesure. C'est vraiment l'esprit des modifications de la loi. Et l'idée aussi, évidemment, c'est d'impliquer plus les proches, les usagers, et pouvoir proposer des solutions alternatives. Donc, il faut peut-être aussi rappeler que l'ancienne mouture de la loi, ça reste au niveau de l'organisation, tant que les arrêtés d'exécution ne sont pas publiés. Pour ces arrêtés, il y a plusieurs choses qui vont émerger. Donc, je ne sais pas si c'est exhaustif, mais en tout cas, c'est ce qui me semble vraiment sortir. Il y a le rapport médical circonstancié, où là, c'est vraiment un nouveau plan de rapport qui doit être utilisé, qui doit être complété. Il y aura une structure obligatoire à suivre avec des informations qui seront beaucoup plus complètes que ce qui se fait actuellement. Il y a également la notion de plan de traitement volontaire sous condition. Bon, c'est un peu paradoxal comme formulation, mais c'est comme ça que ça s'appelle, plan de traitement volontaire sous condition, qui permet d'éviter la mesure d'observation protectrice lorsque cela est possible. Ça a complété dans les 15 jours par le patient et par un médecin responsable. Et il faut que le patient accepte l'ensemble des conditions et qu'on considère qu'il pourra raisonnablement les respecter. Donc on voit, il y a quand même un cadre très spécifique par rapport à ça. Il y a aussi dans la loi un article 10 qui parle du registre. Donc pour l'instant, c'est un registre qui se trouve dans les unités des services agréés. L'idée, c'est de pouvoir avoir un registre qui soit digitalisé, mais accessible à toutes les parties prenantes, que ce soit justice ou santé. Mais donc ça va nécessiter en soi un grand travail, notamment pour respecter toutes les conditions liées au RGPD. Il y a aussi l'article 36 de la loi, où il y a toute une série de choses qui doivent être réglées. On pense au transport, qui pour l'instant est réglé par le 112 avec l'aide médicale urgente, mais ça va devoir évoluer parce que c'est vraiment compliqué pour eux. Il y a aussi un arrêté qui est prévu pour toutes les notifications. J'ai vu le projet, rien que pour expliquer les notifications, le projet d'arrêté fait à peu près 20 pages. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais ce plaisir-là, ça sera surtout pour les magistrats. Je pense que ça sera moins pour les soignants. Il y a aussi un changement de terme. On ne parle plus de services psychiatriques agréés, on parle d'institutions résidentielles. Donc ça vient un peu ouvrir le champ des possibles pour les institutions qui prennent en charge les mesures d'observation protectrice. Mais il me semble quand même que les compétences se situent clairement au niveau des hôpitaux psychiatriques, avec pour moi un enjeu qui serait plus important que d'élargir vers d'autres institutions que les hôpitaux, mais plutôt élargir les agréments, puisque pour l'instant, il faut qu'il y ait un agrément pour pouvoir faire cette prise en charge, et les agréments sont liés à la région. Donc pour moi, en tout cas, dans la suite, il faudrait vraiment pouvoir élargir le nombre de services et d'hôpitaux qui acceptent de prendre en charge les mesures d'observation protectrice. Parce que je ne vous cache pas qu'en tout cas, je suis un peu en difficulté avec le fait que ça soit toujours les mêmes hôpitaux qui portent le poids des personnes décompensées et que d'autres hôpitaux semblent plutôt s'en laver les mains. Pour moi, un hôpital, c'est un service aigu qui doit travailler sur des situations complexes, le temps nécessaire, et après renvoyer le plus rapidement possible vers la communauté. Et donc, il s'agit évidemment encore là d'un appel du pied vers les régions et leurs compétences liées à l'agrément des institutions hospitalières. Et peut-être aussi évoquer le projet d'urgence psychiatrique qui est en train de se construire. Donc, c'est ce projet-là, en tout cas, on espère que ça va avoir une influence sur le triage au sein des urgences en favorisant les prises en charge, notamment, pas uniquement, parce que sinon on fait porter beaucoup au niveau des équipes mobiles, mais en restant aussi en deçà d'une mesure d'observation protectrice où ça peut être possible. Donc, vous le percevez, il y a tout un foisonnement d'évolutions
Et on espère vraiment que ces changements vont se traduire sur le terrain par une plus-value pour les usagers et les professionnels. Donc finalement, j'en arrive au dernier point. Je vois Eva qui me regarde. De cette pas si courte introduction, en évoquant ce qui fait le cœur de la réforme des soins en santé mentale, c'est la notion de rétablissement, qui est déjà vraiment complexe à mettre en place dans l'offre régulière. Alors, dans un contexte médico-légal où on a l'habitude d'être dans une dynamique de prescription et parfois de contrainte avec le patient, je mets parfois, mais c'est un euphémisme, on est d'accord, n'en parlons pas, c'est vraiment difficile. Donc, je me doute bien que Madame Wenberg va évoquer ça dans son intervention tout à l'heure, mais je résiste pas à rappeler la définition qui a été faite. C'est vraiment par quelqu'un qui est central au niveau de cette thématique. Donc je pense à Marianne Farkas, qui évoque le rétablissement comme un processus foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses rôles. Tout un programme. C'est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie d'espoir et productive malgré les limites résultant de la maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, à mesure qu'on réussit à surmonter les effets catastrophiques de la maladie mentale. Ces termes-là, très forts, c'est pas moi qui les évoque, c'est vraiment Marianne Farkas. Et donc, il s'agit d'un processus qui implique les usagers, mais c'est important de vous dire que ça implique également les autres parties prenantes qui sont aussi concernées dans leur propre fonctionnement par ce changement de paradigme, qui amène évidemment des changements aussi dans les modalités de prise en charge. Donc, à ma connaissance, pour ceux que le sujet intéresse, il y a un auteur qui a développé cette question spécifiquement en lien avec le champ médico-légal. Donc, c'est Gérard Drenan, qui était déjà venu à un colloque que le SPF Santé publique avait organisé. Et il évoque dans un de ses ouvrages un programme de mise en œuvre en 9 points dans un contexte médico-légal. Et il précise, je le cite, « Les services médico-légaux en santé mentale doivent être de haute qualité, centrés sur le patient et axés sur le rétablissement. Les patients doivent apporter une contribution significative à la mise en place de soins dans un contexte sécurisé et sécurisant, ainsi qu'à leur développement et à leurs objectifs. Les services devraient promouvoir le rétablissement social et clinique et inclure l'accès à l'éducation, à l'emploi et au soutien par les pairs. » Voilà. Et si finalement, le plus grand défi, mais aussi la plus grande ressource, était celle-là. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque.